Allons-nous pouvoir décider un jour de la date de notre mort? La Convention citoyenne sur la fin de vie s'est terminée en avril 2023. 185 citoyennes et citoyens tirés au sort ont été chargés de construire un dialogue autour de ce sujet complexe qui relève à la fois de l'intime, certes, mais du collectif aussi. Dans son rapport final, elle se prononce en faveur du développement des soins palliatifs et l'ouverture sous condition de l'euthanasie et du suicide assisté. Ces perspectives nouvelles vont dans le sens du champ des possibles qu'évoquait Jonathan Denis dans notre débat en novembre 2022 face à Geoffroy Lejeune que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. De son côté, le président Emmanuel Macron a annoncé un projet de loi à l'horizon de l'été 2023. Demande au gouvernement de mener une œuvre de co-construction sur la base de cette référence solide qui est celle de la Convention citoyenne et en lien avec toutes les parties prenantes. Je souhaite que ce travail permette de bâtir un projet de loi d'ici à la fin de l'été 2023. S'il est resté assez discret depuis le début de son quinquennat sur ces questions, une succession d'événements est venue interroger la pertinence du modèle français. La mort de Vincent Lambert en 2019, le combat d'Alain Koch en 2020, le suicide assisté de Paulette Guinchard en Suisse en 2021, ou bien la légalisation de l'euthanasie en Espagne la même année. Tant d'événements qui questionnent le cadre actuel législatif français, la loi Claeys-Leonetti. D'ailleurs, de telles évolutions pourraient être accueillies favorablement par l'opinion publique puisqu'un sondage de l'IFOP révèle en février 2023 que 9 personnes sur 10 sont favorables à l'euthanasie. 51% disent oui absolument et 43% oui dans certains cas. Alors pourquoi ce débat divise-t-il autant? Eh bien, il mêle à la fois des questions bioéthiques et des questions juridiques et déontologiques. Faut-il dépénaliser plutôt que légaliser? Quelle est la différence entre l'euthanasie, le suicide assisté et la sédation profonde et continue? Pourquoi l'accès aux soins palliatifs est-il encore si imparfait? Toutes ces questions, on en débat aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo du Crayon. J'espère qu'elle vous intéressera. N'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires, et évidemment avec respect, et à vous abonner à la chaîne YouTube. C'est important pour nous soutenir. Merci. Il est juste de laisser les gens mourir s'ils le souhaitent. Vrai. Vrai. Le Comité consultatif national d'éthique n'a aucune légitimité. Faux. Faux. Le Comité consultatif national d'éthique a tort d'ouvrir la voie à l'euthanasie. Faux. Vrai. Je m'appelle Nicolas Boer, je suis juriste et je suis membre de l'ECLJ, le Centre européen pour le droit et la justice. C'est une ONG qui est basée à Strasbourg et nous défendons la vie humaine de sa conception à sa mort naturelle. Nous défendons aussi la dignité et nous pensons que cette dignité ne se perd pas avec l'âge, avec la dépendance, avec la maladie ou avec le handicap. Donc nous défendons une vision de la dignité qui est liée au fait d'être humain. Les soins palliatifs suffisent à aider les personnes qui veulent mourir. Faux. Faux. Les proches d'une personne peuvent décider si elle doit mourir. Faux. Faux. Autoriser l'euthanasie serait sans précédent. Faux. Vrai. J'ai un proche qui a déjà souhaité de mourir. Vrai. Faux. Alors, je m'appelle Pierre Juston, je suis juriste, je suis également doctorant en droit public, spécialisé sur les questions de laïcité et de liberté de religion. Je suis également administrateur de l'association pour le droit de mourir dans la dignité et délégué pour le Haute-Garonne et le Gers de cette association. Nous souhaitons simplement qu'il y ait le choix pour l'individu de choisir lorsqu'il est en fin de vie. C'est le sens de l'histoire que d'autoriser le suicide assisté. Vrai. Faux. L'avis général est à la légalisation de l'euthanasie. Vrai. Faux. J'ai déjà changé d'avis sur ce sujet-là. Faux. Faux. Pour être caricatural, être contre la légalisation du suicide assisté, c'est être de droite, et être pour, c'est être de gauche. Faux. Faux. Sur le Comité consultatif national d'éthique, vous n'étiez pas d'accord justement sur le fait... Donc moi je pose la question, il a tort d'ouvrir la voie à l'euthanasie? Moi je m'y oppose pour plusieurs raisons. D'abord je pense que ça remet en cause le principe, donc, comme je le disais pendant la présentation, de dignité humaine qui en fait vient du fait d'être homme. Et donc on ne perd pas sa dignité quand on est malade, on ne perd pas sa dignité quand on est handicapé et on ne perd pas sa dignité quand on est dépendant. Et donc, il faut respecter les vies humaines, y compris dans ces situations. Et je pense que l'euthanasie et le suicide assisté viennent remettre en cause ce principe et viennent séparer la population en deux catégories. La catégorie pour laquelle la dignité serait une évidence, donc elle n'aurait pas à prouver sa dignité ou à se poser la question de sa dignité, et une autre catégorie donc, qui est ces personnes donc, malades, handicapées, dépendantes, âgées,
qui devraient se poser la question de la dignité. Est-ce qu'elles sont vraiment dignes de continuer à vivre? Est-ce qu'elles doivent au contraire demander à mourir? Voilà, je m'oppose à cette séparation. Ah, je vais pas être d'accord, évidemment, mais pour revenir sur le CCNE, souvent quand même le CCNE, c'est un organe qui s'est signé par des avis assez conservateurs dans le milieu médical. Bon, c'est factuel. Après, effectivement, cette évolution, elle est notable, et elle est notable pour des raisons qui sont assez concrètes, assez pratiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le cadre légal ne suffit pas. Il ne suffit pas tant sur les soins palliatifs, on y reviendra sans doute, et il ne suffit pas évidemment sur la sédation profonde et continue qui, je reprends les mots de Martine Lombard, qui est professeure de droit public et engagée sur le sujet, et qui dit que c'est une tartufferie, cette loi, et je suis assez d'accord. Peut-être que nous tomberons d'accord d'ailleurs sur cet aspect-là. La sédation profonde et continue jusqu'au décès a été une mauvaise loi en fin de vie. Et nous sommes à la DMD pour une bonne loi, une loi complète, à la fois pour les soins palliatifs, bien évidemment, et le financement des soins palliatifs qui ne sont pas assez financés aujourd'hui, avec des inégalités territoriales terribles. Et puis, l'ouverture, effectivement, d'une aide active à mourir, mais une aide active à mourir qui est évidemment sous condition. C'est pas une aide active à mourir, c'est pas une libéralisation de la question de la mort totale et complète. Alors, sur la dignité, je voudrais revenir sur ce point parce que c'est un point qui me semble important. Je pense que vous avez une vision hémiplégique et univoque de la notion de dignité. Il me semble, et il m'apparaît, pour un certain nombre d'ailleurs de chercheurs, y compris en droit, que la notion de dignité, elle est beaucoup plus complexe que ça. C'est-à-dire que ça n'est pas une notion morale absolue qui descendrait de manière verticale. Ça, c'est le cas également, et notamment en droit. Mais pas seulement. La dignité humaine, c'est aussi une dignité subjective. Et donc nous, dans notre association, ce que nous mettons en avant, c'est cette facette de la dignité. Moi, je pense qu'il est réducteur et problématique de ne considérer la notion de dignité humaine que dans une facette ou dans l'autre. C'est-à-dire une facette dite objective, morale, collective dans une société donnée, et puis une facette subjective qui appartient à l'individu. Ce qui va être digne pour moi, pour le dire très simplement, ne va pas forcément être digne pour vous. Il ne s'agit pas de dire, et personne n'a dit ça, encore moins à la DMD, que des personnes qui seraient vulnérables parce qu'elles sont en fin de vie seraient des personnes indignes ou qu'elles n'auraient pas de dignité à vivre. Bien entendu, c'est absolument pas notre message. Notre message, c'est de dire, c'est pour ça que nous appelons l'association pour le droit de mourir dans la dignité, que la personne doit être respectée dans ses choix, dans ses dernières volontés, parce que c'est à elle qu'il appartient de définir ce qui va être digne ou pas pour elle. Est-ce que c'est digne ou pas pour elle de se retrouver dans un tel état par rapport à ses proches, par rapport à elle-même surtout, oui ou non. Et nous estimons que c'est à la personne de définir ce qui va être digne ou pas pour elle, dans un cadre qui est celle de la dignité objective. On ne fait pas non plus tout ce qu'on veut de son corps, c'est évident. En revanche, nous estimons qu'on doit ouvrir justement l'aide active à mourir avec des conditions. Et donc là, les conditions, on va retrouver la dignité objective, c'est-à-dire les éléments qui vont contraindre l'individu contre sa propre volonté. Donc à mon avis, il faut envisager la notion de dignité avec ce double visage. Visage subjectif, personnel, individuel, et un visage objectif. Aujourd'hui, malheureusement, sur la question de la fin de vie, le cadre ne laisse aucune place à la subjectivité de l'individu. L'individu ne peut pas, lorsqu'il est en fin de vie, qu'il a de grandes souffrances et une maladie incurable, décider d'abréger, décider le moment et la manière de pouvoir partir. Alors d'abord, pour commencer, tant mieux sur un point de compromis ou un point commun que nous avons, je suis aussi pour le développement des soins palliatifs. Et je pense que sur ce sujet, l'État ne respecte pas son obligation. Une loi voilà, en 1999 a créé un droit pour toute personne qui en a besoin d'avoir accès aux soins palliatifs. Pour le moment, ce droit ne peut pas s'exercer puisqu'il y a un quart des départements français dans lesquels il n'y a pas de réseau de soins palliatifs. Notamment les départements très ruraux, où il y a vraiment une séparation territoriale qui est très forte. Et justement, je pense que c'est là où peut-être on trouve la source d'une partie des demandes d'euthanasie. C'est dans les conditions de soins. Et donc je sais aussi que votre association est également engagée contre l'acharnement thérapeutique. Là aussi, je pense que ces pratiques qui étaient, à mon avis, plus développées avant, par exemple dans les années 80-90 qu'aujourd'hui, ces pratiques et le manque de soins palliatifs ont créé des demandes d'euthanasie, puisque en fait, on ne doit pas s'obstiner à prolonger à tout prix la vie d'une personne en fin de vie, au point de justement la faire souffrir et même augmenter sa souffrance. Et on doit au contraire l'accompagner à un moment donné, en cessant de chercher à la guérir à tout prix et en accompagnant simplement le traitement de ses symptômes, donc ce qu'on appelle les soins palliatifs. Donc en fait, je pense qu'il n'y aurait pas autant de demandes sociales d'euthanasie ou de crainte d'avoir des telles situations de fin de vie si déjà on avait un système de santé qui
qui bannissait totalement l'obstination déraisonnable, l'acharnement thérapeutique en fin de vie, et s'il y avait vraiment cet accès aux soins palliatifs. Concernant la dignité, vous avez raison de souligner que la vision que je défends en fait est une vision qui est la vision actuelle juridique et notamment en droit international. La dignité est considérée comme inhérente à l'être humain. Et cela est dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans les traités qui ont suivi. Ce n'est pas une dignité subjective, c'est une dignité inhérente. Et ce principe a été justement rappelé face à des pratiques comme des euthanasies, pour dire en fait le fait d'être malade ou handicapé ne fait pas perdre la dignité. Et donc je pense que vous avez raison de dire qu'il y a une dimension objective et une dimension subjective, mais en fait ce qui compte dans donc vous appelez le traitement en fin de vie, traitement qui doit être digne ou non, mourir dignement ou non. En fait, la question c'est est-ce que le traitement est conforme ou pas à la dignité de la personne ? Est-ce que le traitement est conforme à la dignité absolue, la dignité objective, et donc vous faites fi de toute possibilité de liberté dans le cadre de la fin de vie. C'est-à-dire que tous nos droits et libertés, par définition, comme ce sont des libertés, c'est l'exercice des libertés, donc ils sont encadrés, mais ce sont des choix divers et variés des individus qui peuvent être jugés, questionnés, on n'a pas les mêmes choix, on ne va pas choisir le même restaurant le midi pour aller manger ou autre chose. Dans le cadre de ces libertés, la dignité subjective, elle imprègne le cadre des droits et libertés. Ce n'est pas un concept totalement abstrait, puisque précisément, dès lors qu'il y a une liberté, il y a des choix qui peuvent être différents, et donc dès lors que ça touche en tout cas des éléments fondamentaux de l'individu. Voilà. Et ça, c'est l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en tous les cas, d'avoir une personnalité spécifique et que cette personnalité soit prise en compte avec des choix qui peuvent être différents selon des individus sur des éléments fondamentaux de la vie, sur le fait d'avoir des enfants, le fait de se marier avec une personne du même sexe ou pas, le fait de pouvoir mourir comme on le souhaite, le fait de faire telle pratique ou de ne pas la faire. Donc, ce que vous appelez dignité, en fait, c'est l'autonomie individuelle. Vous réduisez la dignité à cette autonomie et vous ne voyez pas de dignité propre au fait d'être homme. Ah si, je vous ai dit tout à l'heure, il y a les deux visages. Et pour moi, justement, le déséquilibre aujourd'hui... Mais alors, qu'est-ce qu'elle implique ? Parce qu'en tout cas, quand on a développé les droits de l'homme après la Seconde Guerre mondiale, on a fait découler de cette dignité un premier droit, déjà, qui est le droit à la vie, et qui est un droit qu'on ne peut pas refuser d'exercer, en fait, qui est un droit qui est aussi considéré comme inhérent à la personne humaine. Et il y a une implication directe qui est très claire dans la Convention européenne des droits de l'homme. Oui, c'est l'article 2. Il est dit la mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement. Et donc, du coup, c'est un interdit total de tuer une personne. Et c'est ce dont... ce qui est la conséquence directe de la dignité. En fait, c'est la base de la dignité objective. Vous avez l'air de dire qu'il en existe quand même une, selon votre point de vue, mais du coup, qu'est-ce qu'elle implique ? Pour moi, il y a vraiment cette base de respect de la vie et ensuite interdiction de la torture aussi, d'autres traitements. Rassurez-moi, dégradants. Quand on est torturé, quand on est tué effectivement ou assassiné, c'est contraire à la dignité objective. C'est contre la volonté de la personne. On parle bien de cela. D'ailleurs, c'est comme ça que la Cour européenne des droits de l'homme a interprété l'article 2 récemment dans la jurisprudence Mortier contre Belgique. C'est bien ça qu'elle dit. Elle dit on ne peut pas déduire de l'article 2 et du droit à la vie, ce que vous avez cité tout à l'heure, l'impossibilité d'une législation qui permet l'aide active à mourir, puisque dans l'aide active à mourir, c'est la personne qui le souhaite dans une situation bien précise, bien déterminée, avec des conditions déterminées. Et derrière ces conditions déterminées, qui permettent justement que le droit à la vie ne s'oppose pas à la demande d'aide active à mourir dans ces conditions-là, derrière ces conditions, j'y vois la dignité objective. Mais je vois pour autant la dignité subjective de l'article 8 de la Convention, effectivement, que vous avez cité, qui rentre en confrontation avec l'article 2. On peut rejeter l'interprétation de la Cour européenne des droits de l'homme, moi je l'entends très bien, je ne suis pas un prêtre du juge à titre personnel dans ma vision juridique, mais pour autant, la réalité c'est qu'aujourd'hui l'interprétation de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est celle-ci. Votre raisonnement, en fait, il peut faire sauter tout interdit, puisque la loi, elle fixe des interdits contre la volonté individuelle. Par exemple, il est interdit de consommer de la drogue, même si l'impact est seulement sur soi-même. La prostitution non plus n'est pas permise. Il y a de nombreux interdits. Et en droit international, pareil, vous avez parfois des personnes qui vont dire qu'elles consentent à faire l'objet d'un trafic d'êtres humains, en fait, puisqu'elles ne voient qu'une petite partie de la réalité. Et en fait, le droit international dit le trafic d'êtres humains est interdit, même si la personne est consentante. Donc on ne peut pas baser uniquement
la morale sur le consentement. Alors j'ai une question cash. Est-ce que vous êtes pour la peine de mort ? Alors ça c'est pas le sujet, parce que là la personne n'est pas du tout consentante pour le coup. Ah bah oui, mais du coup ma question vaut toujours. Est-ce que vous êtes pour la peine de mort, puisqu'on parle donc de la mort de l'individu ? Si vous êtes contre le suicide assisté, l'euthanasie, l'aide active à mourir quand la personne le demande pour elle-même parce qu'elle souffre atrocement, qu'elle est en fin de vie, vous devriez de manière cohérente être contre la peine de mort. C'est quand même pas le même sujet, parce qu'il y a la question de la personne innocente et la question de la personne qui ne l'est pas. Mais dans tous les cas... Donc la vie n'est pas sacrée finalement, si vous êtes pour la peine de mort. Non, je pense pas que la vie soit sacrée. Par exemple, un exemple qui est peut-être plus parlant, c'est celui de la légitime défense. On peut parfois mettre à mort quelqu'un, alors que si la vie était sacrée, ça veut dire qu'elle serait digne d'une vénération religieuse et on ne pourrait jamais y toucher, quel que soit ce que la personne fait de sa vie. Ensuite, effectivement, je pense que la liberté de la personne ne doit pas contredire sa dignité. Et alors, c'est sûr qu'elle peut faire ses choix, mais il y a un minimum quand même auquel on ne doit pas toucher. Nous sommes d'accord. Nous ne plaçons pas le minimum au même endroit. Peut-être, mais si vous avez un ami qui va vers le suicide, par exemple, vous allez quand même essayer de l'éviter, de prévenir. D'ailleurs, la proposition de loi que fait la DMD sur le sujet et le combat que nous faisons, c'est pas pour les personnes suicidaires. Je voudrais le dire aux personnes qui nous écouteront. Ce ne sont pas du tout pour les personnes suicidaires. On parle de personnes qui ont une maladie incurable, qui donc est indépendante de leur volonté, une maladie physique, un cancer en phase terminale, une maladie de Charcot, ça peut être tout un tas d'autres choses qui les amènent nécessairement et obligatoirement à la mort. Leur volonté s'exerce assez rapidement. Quand même. Vu que du coup c'est la personne qui demande et qui doit être libre de demander. Donc c'est quand même elle qui choisit. Donc en fait c'est comme le suicide. Ah bah, je trouve qu'il y a une différence entre vouloir se suicider parce qu'on est atteint d'une pathologie mentale duquel beaucoup de personnes peuvent être atteintes, notamment une dépression à un moment donné dans sa vie, et d'autoriser le suicide pour les personnes qui sont seulement dépressives, et puis pour des personnes qui ont une maladie physique qui les fait souffrir atrocement d'un point de vue physique et dont on sait que l'issue assez rapide sera la mort. Je trouve qu'il y a quand même une différence et qu'il faut, à mon avis, pas tout mélanger. Nous ne préconisons pas une loi qui va s'adresser, je ne sais pas, je vais prendre un exemple, à un jeune garçon qui aurait un chagrin d'amour à 25 ans et qui voudrait qui aurait des pensées suicidaires et qui voudrait se suicider. Il ne s'agit absolument pas de ça. Il s'agit de personnes qui souffrent, dont la mort est certaine, eu égard au diagnostic qui a été posé par plusieurs médecins, qui souffrent avec des souffrances réfractaires et avec une maladie donc incurable. Et je voudrais revenir sur un point parce que vous avez dit tout à l'heure que les soins palliatifs, si on avait, et ça c'est un point d'accord au moins, nous souhaitons à la DMD que se développent de manière très courageuse les soins palliatifs. Mais vous avez dit que si les soins palliatifs étaient suffisamment développés, sans doute toutes les demandes d'aide active à mourir s'éteindraient. En réalité, non. Même le secteur des soins palliatifs, la SFAP, qui ne nous est pas particulièrement favorable, le dit elle-même, des demandes d'aide active à mourir se poursuivent. Et c'est tellement le cas que je vais vous dire, à mon avis, cette opposition entre soins palliatifs et aide active à mourir, elle est totalement artificielle. En Belgique, aujourd'hui, la loi, elle a été votée depuis 20 ans sur l'aide active à mourir, mais il n'y a pas eu que la loi sur l'aide active à mourir, il y a eu 3 lois en Belgique, comme en France d'ailleurs. Parce que la Belgique est, à mon avis, beaucoup plus en avance. Une loi pour développer les soins palliatifs, qui ont un secteur de soins palliatifs qui, quand même, peut être très envié en France aujourd'hui. Une loi pour le droit des patients, ça nous avons eu notamment avec la loi Kouchner, et puis une loi pour l'aide active à mourir. Ce qui a permis d'avoir cette espèce d'équilibre, précisément, où des personnes qui vont dans un parcours de soins palliatifs en Belgique, qui décident d'être accompagnées, d'avoir un parcours de soins palliatifs, qui savent qu'elles vont mourir, vont pouvoir aussi demander, dans le cadre de ce parcours de soins palliatifs, une aide active à mourir. Moi, je veux mourir. Moi, je n'attends qu'une seule chose, c'est que cette loi-là passe en France pour que justement, moi, j'ai plus rien à faire. Vous voulez partir le plus vite possible. Les femmes sont en train de se cacher pour mourir. C'est terrible, c'est vraiment injuste. Voilà. Tout est prêt. Est-ce que c'est ça que vous voulez ? C'est à peu près les chiffres. 50% des aides actives à mourir pratiques en Belgique se font dans le cadre d'un parcours de soins palliatifs. Et je prends un dernier exemple là-dessus. En Autriche, lorsque nous débattions ici de la proposition de loi d'Olivier Falorni, qui voulait justement permettre l'aide active à mourir. Comme cette loi n'a pas été votée puisqu'il y a une obstruction parlementaire, Olivier Véran, qui était ministre de la Santé, a fait un petit plan de soins palliatifs. Ça représentait 2 € à peu près par habitant en France. En Autriche, ils ont légalisé l'aide active à mourir et ils ont fait un grand plan de financement des soins palliatifs. Ils se sont sentis obligés puisqu'ils faisaient les deux, effectivement, puis c'était cohérent. Le grand plan de financement des soins palliatifs en Autriche, c'est 12,50 € par habitant. Donc 10 € de plus par habitant en Autriche par rapport à la France. Est-ce que c'est à la hauteur ? Non, je ne crois pas. Donc nous sommes d'accord sur le développement des soins palliatifs, mais nous ne sommes pas d'accord sur cet affrontement qui me semble totalement artificiel.
En tout cas, cet affrontement n'est pas artificiel dans le fait que quand on écoute des représentants des soins palliatifs, et y compris la présidente de la Société française de soins palliatifs, ou des soignants qui y travaillent, ils voient vraiment une incompatibilité. Eux, ils le disent. Donc c'est quand même intéressant de les écouter. Ensuite, sur le suicide, c'est drôle parce que en fait, comme toute personne qui va invoquer la liberté de faire un acte, je pense que tout le monde se doute qu'il y a quand même une promotion de l'acte lui-même. Par exemple, si vous voyez quelqu'un qui promeut la liberté de fumer du cannabis, on se doute que ça l'intéresse de fumer du cannabis. Et de fait, la DMD, quand on regarde, je me suis amusé un peu à consulter les bulletins des années 80 au moment de votre fondation, et j'y ai vu plusieurs articles d'éloge du suicide comme acte en lui-même. Et j'ai pris 2 extraits que je trouve assez parlants, donc du bulletin numéro 12 qui était de septembre 83. Ah, je n'étais pas né. Oui, moi non plus. Mais c'est quand même le moment de la fondation, donc c'est quand même la philosophie de base. Le suicide est le seul moyen de mourir vivant. Et plus loin, la mort qu'on subit est un drame, et la mort qu'on se donne est un acte comme un autre. Et en fait, je pense exactement l'inverse. Je pense que la mort qu'on subit n'est pas du tout un drame. En fait, on peut être accompagné vers cette mort, et c'est tout à fait banal. Et à l'inverse, la mort qu'on provoque n'est pas un acte comme un autre, c'est vraiment un drame. Et tout à l'heure, quand on parlait des questions de handicap et de maladie, avec des personnes qui perdraient leur dignité, dans ces bulletins, on trouve aussi des textes d'une femme qui s'appelle Odette Thibault, donc qui était membre du conseil d'administration de la DMD, et qui parle clairement de vie infrahumaine, de sous-homme pour ces personnes-là. Alors je dis pas que ça représente votre combat aujourd'hui, mais je pense quand même qu'il y a cette idée d'un pic de dignité qu'on atteindrait à 35-40 ans, où nous, voilà, on a le bon âge, où on a toutes nos capacités, mais après, l'enfant qui est dépendant de ses parents ou la personne âgée qui est dépendante de ses enfants et du reste de la société devient en quelque sorte moins digne. Et quand... Je vais en terminer là sur la proposition de loi que vous proposez aux parlementaires. Je pense qu'il y a toujours cette même idée quand il est dit que donc il y a la catégorie des personnes qui peuvent demander l'euthanasie et il est indiqué que ces personnes peuvent notamment par leur affection incurable être placées dans un état de dépendance incompatible avec leur dignité. Et donc même si c'est elles qui en jugent, même si c'est subjectif, moi, avec cette loi, je ne pourrais pas juger que je suis dans un état incompatible avec ma dignité, mais certaines personnes pourraient en juger et demander l'euthanasie ou le suicide assisté. Donc, Là, il y a un problème. Personne ne demande pour personne l'euthanasie ou le suicide assisté. C'est la personne elle-même qui demande pour elle-même. Donc il n'y a jamais personne, et ça c'est... Mais moi, avec cette loi, je ne pourrais pas demander l'euthanasie ou le suicide assisté, donc j'ai une dignité qui n'est pas du tout remise en cause. On considère que ma vie vaut le coup d'être vécue, alors que des personnes pourraient le faire. Mais personne ne dit qu'il y a des vies qui ne valent pas le coup d'être vécues. L'idée de vie infrahumaine que j'ai vraiment trouvée explicitement et implicitement, mais on voit cette idée quand même que il peut y avoir une dégradation de la dignité. Moi, à titre personnel, je n'ai pas de certitude en ce qui concerne. Mais je fais le distinguo entre le débat qui nous réunit ici, qui est un débat qui est sur une question publique. La question intime, elle vient après. Et moi, ce que je peux reprocher à des opposants comme vous, c'est que vous mélangez la question intime et la question publique. La question publique, c'est est-ce que... et donc, Odette, dont vous me parlez, je ne connais pas, j'étais pas né en 83, mais c'est une membre importante de la DMD, très bien. Elle a donné un témoignage dans un journal de la DMD pour dire, sa conception de la vie. Je ne partage pas la conception d'Odette, et pourtant je suis administrateur de la DMD aujourd'hui. Mais chacun va avoir des conceptions de la vie différentes. Et moi, ce que je vous reproche, et ce qu'on vous reproche à la DMD, finalement, d'une certaine manière, c'est d'avoir une morale qui est tout à fait légitime, qui est une morale sans doute, je n'en sais rien, mais sans doute religieuse, parce que c'est souvent quand même les freins qu'on voit apparaître en face, et que vous voulez donc imposer aux autres. Moi, je n'ai pas de certitude pour moi-même. Je ne sais pas ce qu'il en sera. J'ai fait mes directives anticipées. Il y a un certain nombre de choses pour lesquelles je suis à peu près sûr aujourd'hui que je ne veux pas, et d'autres choses que je veux. Peut-être que ces choix vont évoluer. D'ailleurs, mes directives anticipées peuvent être modifiées à tout moment. Et si je me retrouve confronté à cette situation, je serai toujours en capacité de dire ce que je veux ou ce que je ne veux pas. Et que peut-être que vous changerez d'avis à ce moment-là. Et peut-être que je changerai d'avis. Et on le sait, il y a des gens qui changent d'avis dans un sens, il y a des gens qui changent d'avis dans l'autre. C'est pour ça que c'est une grande loi laïque. Souvent, les gens ne comprennent pas pourquoi on lie ce combat-là à ça.
pas parce qu'on serait contre les religions, parce que la laïcité, c'est pas contre les religions, mais c'est un encadrement précisément. Et une loi laïque parce que, principe premier de la laïcité, c'est la liberté de conscience. Mais du coup, la liberté de conscience de tout le monde. Pas seulement la liberté de conscience de gens qui sont croyants, qui ont une vision de la dignité qui est tout à fait légitime, qui est sans doute la vôtre, mais qui ne va pas être la même que d'autres personnes. Donc nous disons simplement qu'il faut un cadre dans lequel toutes ces consciences-là, elles doivent être respectées. Et je trouve ça assez paradoxal que la seule question dont on est sûr finalement, c'est-à-dire qu'on sait qu'on va mourir, c'est ce qui fait notre vanité en tant qu'être humain par rapport sans doute à des animaux ou d'autres espèces vivantes, c'est la seule chose qu'on n'anticipe pas ou qu'on met un peu sous le côté ou sous le tapis parce que ça nous fait peur. Moi, je considère que c'est bien d'essayer d'organiser et de penser à cette question-là. Et je termine là-dessus. Je crois d'autant plus sain de penser à cette chose-là sans être dans une pensée morbide, justement. Moi, j'ai envie de vivre le plus longtemps possible, sans maladie, comme beaucoup de gens. Mais je pense qu'on vit mieux par la suite. Et c'est assez amusant d'ailleurs de voir beaucoup de religieux et de religions contre cette évolution-là, parce que tout chemin spirituel, tout chemin intellectuel, sans doute, de vie, commence par une question sur sa propre finitude. Autant prendre à bras-le-corps ce sujet-là et choisir en conscience. Et moi, je ne veux pas qu'on impose aux gens, ceux qui ne veulent pas d'aide active à mourir, qu'on leur impose, ce serait un meurtre ou un assassinat. De la même manière, je ne veux pas que d'autres personnes qui sont contre ça imposent à d'autres gens qui veulent partir plus tôt de ne pas pouvoir le faire. Je suis d'accord que la fin de vie ne doit pas être un tabou et que c'est intéressant d'ouvrir ce débat complètement, comme vous le faites, et de poser ces questions. Ensuite, l'humilité, à mon avis, est aussi dans l'acceptation de la dépendance et de la diminution en fin de vie. Je ne dis pas que c'est facile. Moi-même, j'ai peur d'être dans certaines situations qui sont décrites et que parfois vous aimez décrire aussi pour que les gens signent des directives anticipées au cas où ils seraient dans cette situation. Mais je pense que l'humilité, c'est de faire confiance aussi et de pouvoir faire confiance à un système de soins qui respecte la vie. Et j'ai trouvé magnifique des témoignages que j'ai entendus d'infirmiers ou de médecins en soins palliatifs et qui décrivent des moments que je trouve pleins d'humanité. En fait, c'est intéressant de les écouter parce qu'ils font vivre à la personne vraiment des belles choses. Dans les hôpitaux, en fait, quand vous arrivez dans un hôpital, vous êtes dans un service qui est spécifique à votre maladie, on cherche à vous guérir. Et la logique palliative, c'est d'aller au-delà ensuite et de voir vraiment la personne dans son ensemble, d'accompagner les familles, d'accompagner les proches. Et en fait, tout le monde vit ça, tous ceux qui y vont vivent ça comme une libération. Et je pense que c'est une manière d'apprendre à vivre avec cette mort qui arrive. Et l'humilité, elle est là-dedans, en fait, aussi d'arriver à se laisser porter. Alors, je ne dis pas que je serais la meilleure personne pour en fin de vie, réussir à me laisser porter, mais je pense que c'est beau et que c'est humain. Ensuite, il y a la fin de vie, mais il y a aussi tous ces cas dont on n'a pas encore parlé. Vous pourrez me dire ce que vous pensez dans son ensemble du modèle belge, mais en tout cas, en Belgique, l'euthanasie est possible pour des cas de personnes qui ne sont pas du tout en fin de vie. Et des personnes qui sont en souffrance psychique avec des maladies dont on peut penser qu'elles pourraient guérir. Il suffit de lire l'actualité pour cela. Vous avez eu plusieurs cas récents. Une jeune femme traumatisée par les attentats de Bruxelles. Donc, c'est pas pour ça qu'elle a bénéficié de l'aide active à mourir. À chaque fois, ils invoquent leur maladie, mais c'est quand même... Il y a le papier qu'on fait signer au médecin avec la maladie qui est invoquée, et il y a la réalité de ensuite ce que dit cette personne. Il y a une autre personne, pareil, mère de famille, qui a été traumatisée par un viol. Pareil, elle avait une maladie, mais distincte de ce traumatisme. Et vous avez eu aussi une femme qui a choisi, donc qui est une criminelle, qui a assassiné ses 5 enfants, malheureusement, et elle n'a pas pu se remettre de ça. Bon, évidemment, c'est difficile, et elle a choisi de se faire euthanasier jour pour jour à la date d'anniversaire de cet assassinat des 5 enfants. Et bien sûr, après, vous avez toujours un décalage entre... Est-ce que toutes les demandes en Belgique, puisque vous en parlez, obtiennent ce droit d'aide active à mourir ? Non, heureusement. Mais parfois, justement, quand elles ne l'obtiennent pas, on parlait de l'affaire Mortier à la Cour européenne des droits de l'homme, c'est la maman de Tom Mortier, qui s'appelle, je crois, Madame De Troyer. Les médecins qui la suivaient ont refusé, en fait, d'accepter son euthanasie. C'était une femme dépressive, et il lui disait, en fait, la dépression pourra se soigner, votre état pourra s'améliorer. Et donc, ce qu'elle a fait, et c'est ce qui se passe dans les pays où l'euthanasie est légale, c'est qu'elle a cherché des militants pour l'euthanasie. Des soignants qui acceptent l'euthanasie, et elle a trouvé le président d'une association belge pro-euthanasie qui a accepté son euthanasie. Et un deuxième médecin a signé aussi, puisqu'il y a toujours des procédures collégiales, qui était membre de la même association.
Et donc, en fait, on se retrouve après dans une situation où les soignants, je le crois, dans leur grande majorité, réprouvent ces actes, refusent de les faire. Et vous avez quelques soignants militants dont les noms sont connus et qui, eux, en fait, euthanasient sans limite. Puisque ce monsieur, donc, qui est président de cette association belge, a euthanasié cette femme dépressive. Il a obtenu de cette femme que 2 mois avant son euthanasie, elle lui fasse un don de 2 500 € pour son association. Et ensuite, il est aussi président de la commission de contrôle qui, a posteriori, donc mise en place par le gouvernement, et qui, a posteriori, une fois que la personne est déjà morte, donc c'est trop tard, va vérifier si l'euthanasie est légale ou non. Oui, alors, il y a des vérifications a priori, il y a eu plusieurs psychiatres qui ont vérifié, mais encore une fois, pour répondre sur le fond à votre question... militants, je ne doute pas de leurs compétences médicales, oui. Mais ensuite... Là, on débat bien d'une question qui n'est pas médicale, qui est une question de vision de la vie. Alors, le fait qu'ils soient militants, leur expertise psychiatrique est nécessairement mauvaise. Non, mais c'est deux questions distinctes. Et c'est l'acte militant. Dans ce cas, on va devoir écrémer beaucoup dans un certain nombre d'institutions. Notamment, vous m'avez parlé du CCNE. Il y a un certain nombre de personnalités au CCNE qui sont très très militantes, notamment dans des organisations religieuses. Si on va dans cette logique, il va falloir beaucoup écrémer si on devait écrémer tous les gens qui ont des convictions et du militantisme. Je ne dis pas qu'il faut écrémer, je dis juste qu'en Belgique, en tout cas, il y a des personnes qui pensent que l'euthanasie est bonne vont être celles qui vont contredire l'expertise d'autres médecins qui ont peut-être des doutes sur et qui pensent, je ne suis pas médecin, mais une dépression, beaucoup de personnes finissent par s'en remettre, je pense même la grande majorité. Alors, et donc je ne dis pas que c'est pour facile répondre à une la dépression, question sur le fond. Mais quelqu'un qui en dépression va demander l'euthanasie, en fait, oui. la réponse de bon sens, c'est de lui dire, en fait, votre demande d'euthanasie, votre demande de mort, votre pensée triste, elle vient de votre dépression. En fait, la dépression est la cause de la demande d'euthanasie, c'est pas du tout un acte libre. Vous avez lu l'arrêt Mortier dont on parle et dont vous parlez. Le CLJ est même intervenu dans l'affaire en tant que tierce partie. J'ai bien noté la chose. L'arrêt Mortier, en l'occurrence, démontre que cette dame était malade depuis son enfance, mais je vais répondre à la question de fond que vous me posez. Est-ce que nous, à la DMD, nous souhaitons qu'il y ait une loi qui concerne les personnes qui ont des problématiques psychiatriques ou psychologiques? La réponse est non. Vous avez la proposition de loi sous les yeux. C'est pas du tout notre propos. La Convention citoyenne... Comme en Belgique en 2002, en fait. Ah oui, mais alors là, après vous êtes sur l'argutie de la pente glissante. C'est une rhétorique assez intéressante, mais c'est du sophisme. C'est-à-dire que derrière, c'est si nous ouvrons ça, c'est un peu comme le mariage pour tous. J'imagine que vous étiez contre le mariage pour tous. Comme le mariage pour tous, comme l'avortement. On peut l'observer sur chaque sujet, en fait. Donc au moment de la loi Veil, vous aviez toute une politique pour éviter l'avortement. Vous aviez un délai de réflexion obligatoire, un entretien préalable. Vous aviez même un délit d'incitation à l'avortement, un peu comme on a un délit d'incitation au suicide d'ailleurs. Vous aviez un non-remboursement et toutes ces choses-là ont sauté petit à petit. Et donc c'est logique. C'est une stratégie politique de faire accepter par des parlementaires un texte qui est à minima pour ensuite le compléter. Vous pouvez tout à fait dire ce texte à minima me va et dire ensuite sur ce point ou sur ce point je suis en désaccord sur cette évolution. Ça tombe bien, mais et oui, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que la rhétorique, c'est la rhétorique de la pente glissante. C'est-à-dire que avec ça, effectivement, on revient jusqu'à avant la Révolution française et puis on arrête tout processus de laïcisation du droit sur un certain nombre de domaines, tout processus de développement des droits et libertés, parce que c'est votre vision. Moi, je pense qu'il faut que vous assumiez et qu'on assume tous les deux une vision contradictoire du monde, philosophiquement, juridiquement parlant. Ce sera assez simple pour ceux qui vont nous écouter. Vous avez une conception d'une certaine manière anti-révolutionnaire, en tous les cas anti-droits de l'homiste et anti-droits et libertés tels qu'ils sont consacrés aujourd'hui au sommet de la hiérarchie des normes en droit français. Moi, je suis plutôt en phase avec cette idée et avec le processus de laïcisation du droit et de développement des droits et libertés, mais sur un certain nombre de points, j'ai des désaccords avec certaines évolutions. Pour être très simple, il y a quand même deux conceptions très différentes des droits de l'homme. Il y a la conception révolutionnaire qui, effectivement, que je rejette, qui va... par les droits de l'homme, chercher à s'émanciper qui va chercher à s'émanciper de toute règle et à s'opposer à toute règle de vie en société en mettant l'individu au centre de tout et en lui donnant des droits qui sont contraires à des règles minimales de vie en société. Et vous avez la conception d'après-guerre, donc de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, et
à laquelle nous sommes toujours soumis, puisque tous les traités sur les droits de l'homme c'est s'inspirent pas le même de poids cette que la position. DDH de 89 dans notre état de droit, mais dont acte. En tout cas, au niveau mondial, c'est quand même important. Et cette conception-là, justement, considère que les droits de l'homme sont fondés sur la dignité, avec une vision de la dignité qui est proche de celle que j'ai défendue tout à l'heure. Donc voilà, pour répondre sur les droits de l'homme. Et ensuite, sur la proposition de la DMD, bon, j'imagine que vous la connaissez mieux que moi, mais en la lisant, je ne comprends pas cette exclusion des souffrances psychiques, et je pense que c'est intéressant de la lire dans le cadre du débat, puisqu'on en parle depuis tout à l'heure. Donc, vous avez donc les personnes qui ont le droit de demander cette aide active à mourir, comme vous dites. Donc, c'est toute personne capable, selon la définition donnée par le Code civil, en phase avancée ou terminale, même en l'absence de diagnostic de décès à brève échéance, donc pas forcément en fin de vie, atteinte d'au moins une affection accidentelle ou pathologique avérée, grave, incurable ou à tendance invalidante et incurable. Donc là, on a la définition qui, pour moi, est la définition du handicap, et en droit international aussi. Et ensuite, il y a la partie subjective, infligeant une souffrance physique ou psychique inapaisable. Et donc, il y a quand même vraiment l'idée de souffrance psychique, qu'elle juge insupportable ou la plaçant dans un état de dépendance qu'elle estime incompatible avec sa dignité. Donc voilà, c'est les personnes qui peuvent demander l'euthanasie ou le suicide assisté. Et en fait, ça fait beaucoup de personnes, et sans rentrer dans des cas particuliers, quand j'ai lu hier la définition à mon épouse, elle m'a dit « Ah bah en fait, je pourrais demander l'euthanasie ou le suicide assisté ». Alors qu'en fait, on a un mode de vie totalement similaire, et si un jour elle le fait, la cause de cela ne sera pas sa maladie, ce sera en fait une situation d'isolement, une situation sociale, une difficulté que j'espère qu'il n'arrivera pas, mais on peut difficilement faire se reposer un choix tel que l'euthanasie ou le suicide assisté sur une vision très subjective qui est de dire ma souffrance est inapaisable ou mon état de dépendance est incompatible avec la dignité. Bon, tout ça pour dire que, pour répondre, je ne vois pas ce qui est exclu dans cette proposition de loi, la souffrance psychique. Je pense que quelqu'un en dépression pourrait tout à fait demander l'euthanasie ou le suicide assisté. En tout cas, cette proposition de loi ne protège pas les personnes qui ont une maladie psychique de l'euthanasie ou du suicide assisté. Non, alors qu'elles sont vulnérables et qu'elles doivent être protégées. Vous trompez. C'est évidemment quand vous apprenez que vous avez une maladie terrible qui va vous amener à la mort. Ça existe, c'est pas encore une fois tabou. Vous apprenez que vous avez une maladie de Charcot et vous avez un diagnostic entre 1 an et demi et 3 ans, parce qu'on peut pas savoir avec précision, évidemment. Les médecins sont pas des devins. Mais ils vous donnent un diagnostic de mort, et de mort non pas évitable, non pas éventuelle, mais certaine. Évidemment, souvent, des personnes qui apprennent ça s'accompagne évidemment ensuite, pas toujours, mais de maladies psychiques, comme effectivement la dépression. Pour autant, il y a bien une maladie incurable, de base, qui vous amène à la mort de manière inéluctable. Ce sont ces cas qui sont visés. Donc évidemment, s'il y a en plus des problématiques psychiques parce que la personne, elle souffre, parce qu'elle sait qu'elle va mourir, peut-être qu'elle ne l'accepte pas, peut-être que c'est difficile pour elle, on s'en doute bien. C'est pas, à mon avis, une situation qui est enviable et qui est agréable. Une dépression chronique, est-ce qu'elle est incurable ou pas? S'il n'y a pas de maladie physique, ce n'est pas notre proposition de loi. Dont on parlait tout à l'heure. Oui, mais nous, notre proposition de loi ici en France, ça n'est pas notre proposition de loi. Une personne qui a physique, une simple maladie psychique, ça n'est pas camé. Avérée, grave et incurable. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit aussi, parce qu'il y a quand même un biais. Vous dites ça fait beaucoup de personnes, mais ça fait beaucoup de personnes qui, potentiellement, peuvent le choisir. Encore une fois, vous avez une vision assez moralisante du droit, à mon sens, c'est-à-dire, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, quand on autorise quelque chose, c'est qu'en plus on veut l'encourager. Mais non, avoir une loi qui permette une aide active à mourir, ça n'est pas encourager l'aide active à mourir, ça n'est pas de dire... Et non, ça n'est pas de dire... En Belgique, en 20 ans, le nombre d'euthanasies a été multiplié par 13 ou 14. Et la population a grandi énormément. Donc, heureusement, pas par 13 ou 14. Si vous regardez proportionnellement, il y a une évolution parce que c'est un nouveau droit qui existe depuis peu de temps en réalité, depuis 20 ans, mais au début, évidemment, les gens ne sont pas nécessairement au courant. Ils s'en saisissent. Mais ça représente combien de pourcents de morts dans la population? C'est ridicule, vous le savez très bien. C'est une minorité de personnes qui utilisent l'aide active à mourir. Et quand bien même ce ne serait pas une minorité de personnes,
Où est le problème à utiliser un droit qu'il est possible d'utiliser parce que ce choix-là serait le choix de ces personnes-là? Encore une fois, pour moi, la condition la plus importante, c'est que les personnes, leur choix soit respecté, qu'elles ne subissent pas de pression. Et il faut le vérifier. Tout à l'heure, vous avez dit qu'en Belgique, il n'y avait qu'une commission a posteriori qui vérifiait les cas d'euthanasie. Ça n'est pas vrai. Il y a énormément de vérifications a priori. C'est pas je vais voir un médecin parce que j'ai appris que j'ai une maladie incurable pour qu'il me fasse une euthanasie. Je vais le rencontrer le lundi. Le mardi, je suis euthanasié. Sur l'avortement. Le mardi, je suis euthanasié. Oui, mais là, encore une fois, vous allez aller sur... Mais pourquoi pas? Mais c'est du sophisme, vous allez sur la pente glissante. C'est-à-dire de dire si on ouvre ça, alors ça va ouvrir ça, et alors ça va encore ouvrir ça. Mais mais dans ce cas, on fait plus rien. Sur un certain nombre de sujets de société. Vous ne pouvez pas nier que ce soit l'avortement ou le mariage pour tous, au moment des débats, à chaque fois, il y a cette idée que c'est juste une exception. Et donc, le mariage pour tous, c'était pas une exception, c'était l'égalité pour toutes les personnes de pouvoir se marier, qu'elle soit un homme avec un homme, une femme avec une femme avec un homme avec une femme. Peu importe. j'ai pas tout suivi, mais... Peu importe. En tout cas, toutes les combinaisons... Je trouvais qu'il y avait des hommes et des femmes. Tant qu'il y a la bigamie, c'est déjà pas mal, parce qu'actuellement, toutes les possibilités sont permises. Voilà, simplement. Donc, c'est pas tellement une exception qui a été ouverte avec le mariage pour tous. Mais en tout cas, pour l'avortement, c'était présenté comme une exception. Un peu comme là, vous présentez l'euthanasie ou le suicide assisté comme... Et vous pensez que toutes les femmes font des avortements dans leur vie et en font plusieurs dans leur vie? Aujourd'hui, toutes les femmes françaises font des avortements tous les jours dans leur vie, toutes les semaines? Là, je parle pas des femmes françaises, je parle au niveau de la loi. Est-ce qu'on légifère avec un régime de ce qu'on peut appeler de tolérance? Donc, il y a certaines exceptions qu'on encadre et on vise à prévenir l'acte qu'on considère comme mauvais, en fait, parce que l'avortement, quand au moment de la loi Veil, considérez que c'est mauvais. Non, la loi Veil, oui. La loi Veil, Simone Veil et les parlementaires qui ont voté dans leur immense majorité considéraient cet acte comme mauvais et voulaient en fait éviter qu'il y en ait trop. Et du coup, donc il y a un régime de tolérance. Et pour la Belgique, c'était pareil en fait. C'était la dépénalisation du débat parlementaire. Dépénalisation de l'euthanasie dans des cas exceptionnels en considérant que l'acte n'était pas bon. Et 20 ans après, en fait, on est en Belgique dans la loi belge n'a pas été votée du tout dans cet état d'esprit de dire que cet acte n'était pas bon. Encore une fois, je pense qu'elle était seulement dépénalisée. L'euthanasie reste une infraction pénale. Oui, mais il faut sortir pas dans les conditions de la logique du bon ou du mauvais. Ça, c'est votre question intime. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien pour moi? C'est vous qui êtes seul juge. La drogue est objectivement mauvaise, par exemple. Bien sûr. Voilà. D'accord. Bon, donc on peut dire ça. La mort est donc objectivement mauvaise. Très bien. On va tous mourir. Bon, c'est objectivement mauvais. Pas forcément. Mais du coup, le bien et le mal ne sont. Vous allez survivre à votre propre mort. Ne sont pas que subjectifs. Vous allez survivre à votre propre mort. Je crois en la vie éternelle, oui, mais du coup, ça ne fait pas. En fait, la mort, c'est. On peut pas voir ça comme objectivement mauvais parce que ça veut pas dire grand chose, tout le monde passe par là. Mais du coup, tout ça pour dire qu'en fait, le bien et le mal n'a pas qu'une dimension intime. Je crois que vous confondez la consécration juridique d'une liberté qu'on peut utiliser d'une manière ou d'une autre, avec sa conviction du bon et du mauvais, dans un cadre quand même, objectif du bon et du mauvais, mais dans un cadre qui permet des choses, parce que si le cadre ne permet rien, c'est un chemin qui est tracé pour tout le monde, pareil. Et puis des politiques publiques d'incitation. Ça existe, les politiques publiques d'incitation à faire ci ou à faire ça, mais ce sont deux choses différentes. Il n'y aura pas de politique publique, en tout cas moi je ne le souhaite pas, d'incitation pour dire que la bonne fin de vie, c'est d'avoir une aide active à mourir, ou la bonne fin de vie, c'est de ne surtout pas avoir une aide active à mourir. Je pense que c'est un choix très intime, très personnel, très complexe, avec lequel il faut avoir effectivement beaucoup d'humilité, mais c'est un choix qui pour l'instant n'existe pas dans le droit. Donc notre débat, c'est pas de savoir si c'est un bon ou un mauvais choix. Notre débat, il est de savoir si on laisse ce choix aux personnes. Et évidemment, avec des conditions suffisantes, et là on sera totalement d'accord, suffisantes pour éviter tout abus, pour vérifier que la personne, c'est sa volonté première, qu'elle ait réitéré cette volonté, et que c'est son souhait, et qu'elle se trouve bien dans un cadre bien défini, avec une maladie incurable, physique, qui va l'amener jusqu'à la mort, et des souffrances inapaisables. Voilà, c'est tout. Donc il faut bien évidemment bien, en tous les cas, bloquer ces éléments-là. Et vous me trouverez sans doute à vos côtés si dans 20 ans, je le dis ici, et si dans 20 ans, on veut ouvrir trop fort la question de l'aide active à mourir, y compris à des personnes qui ne sont pas avec des maladies incurables, qui ont 25 ans, comme j'ai dit tout à l'heure, un chagrin d'amour, et qui pourraient donc bénéficier d'une aide active à mourir. Je ne suis pas d'accord avec cet élément-là. Pourquoi je ne suis pas d'accord, c'est pour une question de morale, collective, effectivement, objective. Mais pour autant, déjà, pour l'instant, rien n'est ouvert. Pour l'instant,
temps, on laisse des personnes, et c'est ça les dérives en France aujourd'hui, on laisse des personnes mourir dans d'atroces souffrances alors qu'elles demandent de pouvoir partir. Je pense à Vincent Humbert, je pense à Vincent Lambert, je pense à Chantal Sébir, j'ai cité un certain nombre d'autres cas médiatiques, mais moi, vous savez, je suis délégué de la DMD tous les jours, dans ma délégation en Haute-Garonne et dans le Gers, j'ai des gens qui m'appellent et qui sont dans cette situation, donc des Vincent Lambert, des Vincent Humbert, des Chantal Sébir. Moi, j'en ai tous les jours, j'en ai tous les mois au téléphone, de gens qui n'ont pas les moyens d'aller en Suisse et de payer 10 000 €, qui n'ont pas le réseau pour aller en Belgique et qui se retrouvent dans ces inégalités parce qu'en plus, il n'y a pas de réel accès universel et réel aux soins palliatifs, comme vous le savez, et donc ils ne peuvent même pas aller en accès en soins palliatifs et qui se retrouvent à mourir dans d'atroces souffrances. Je suis désolé de le dire, ce n'est pas la faute du personnel médical, mais qui se retrouvent à mourir pas du tout conformément à leur volonté. Nous souhaitons simplement que les dernières volontés des personnes soient respectées. C'est pas très compliqué. Voilà. Simplement cet élément-là. Bon, alors sur le fait de gérer la souffrance médicalement, on est d'accord. Je ne souhaite pas que les gens meurent dans d'atroces souffrances, donc je pense que je n'ai pas besoin de répondre sur ces cas précis. Sur les droits de l'homme, je pense que vous confondez aussi deux choses, qui est tous les droits qui vont protéger des facultés que l'individu peut ou non exercer. Donc par exemple la liberté d'expression, protège la faculté de s'exprimer, mais on n'est pas obligé de s'exprimer ou pas, on dit ce qu'on veut. Le droit de se marier, c'est la même chose, ça protège une faculté. Et ensuite, quelques interdits qu'on trouve dans les traités internationaux qui protègent les droits de l'homme, et notamment ceux qui sont créés par des droits qui sont qui sont différents, en fait, qui sont intrinsèques. Et le droit à la vie fait partie de ces droits. Pas en droit français. On ne peut pas... En tout cas, la France a signé des traités internationaux qui disent cela. On ne peut pas renoncer à son droit à la vie. En fait, le droit à la vie va créer donc l'interdit de tuer et va permettre que la dignité de la personne, donc qui est incompatible avec le fait de la tuer, soit respectée. J'ai une question pour vous par rapport à ça. Liberté d'expression. On est en France, il y a une forme, j'aime pas du tout l'expression de droit au blasphème, il n'y a pas de droit au blasphème, c'est simplement que le blasphème qui a pu exister dans notre législation a été abandonné à la Révolution française. Très bien. C'est un peu la même logique, si j'ose dire. Une personne peut s'exprimer, peut blasphémer, du coup, selon les convictions des uns et des autres, ce qui serait être du blasphème ou pas. Et vous seriez donc pour l'interdiction, à nouveau, d'un délit de blasphème, parce que ce serait mauvais selon vos convictions à vous ? Non, je suis pour que les gens puissent s'exprimer, même quand je ne suis pas d'accord avec eux. Et effectivement, toutes les libertés ont une limite, mais il y a une différence entre... Il y a une différence entre les libertés qui vont être exercées contre la dignité et celles qui vont être compatibles avec la dignité. Encore une fois, vous revenez sur la dignité objective qui s'impose à tout le monde. Pour répondre vraiment sur la liberté d'expression, il y a dans plusieurs pays, et en France c'est le cas aussi depuis 1987, un délit de provocation au suicide. Et donc on n'a pas le droit d'inciter quelqu'un, donc, par ses paroles, à se suicider. Et donc cela a permis de censurer pas mal de... Le livre, notamment, l'ouvrage... oui, Suicide, mode d'emploi, qui était édité d'ailleurs par un membre de votre association, je crois. Et il y a d'autres affaires comme celle-là en Europe. J'ai travaillé récemment sur une affaire au Danemark où il y avait un empoisonneur du coup, qui a saisi la Cour européenne des droits de l'homme pour invoquer sa liberté d'expression et qui disait aider pour se suicider une personne par jour environ. Donc il lui donnait des conseils très précis, donc de prendre tel ou tel médicament, en prenant le médicament de bien mettre un sac plastique sur sa tête pour être sûr qu'il y a une deuxième façon d'être vraiment sûr de mourir. Donc effectivement la liberté d'expression a quand même des limites. Ces limites ne sont pas absolues. On peut quand même, comme vous, promouvoir le suicide assisté ou l'euthanasie. Je ne promeus pas le suicide. Encore une fois, la DMD ne promeut pas ni l'euthanasie ni le suicide assisté. Elle se bat pour que tout le monde puisse avoir le choix d'aller en parcours de soins palliatifs. Tout le monde verra que c'est pareil. Mais c'est là qu'on n'est pas d'accord. C'est pas du tout pareil. Nous battons pour qu'il y ait un cadre du choix. Vous vous battez pour que votre vision, tout à fait légitime, personnelle, intime, s'impose à tout le monde parce que vous estimez que c'est la conception du bien. C'est la liberté qui est au-dessus de la dignité. La mienne, c'est la liberté qui reste conforme à la dignité. Je pense que la dignité se situe dans la liberté de l'être humain, effectivement. Je pense que c'est à l'être humain de définir ce qui va être digne. On a quand même chacun une vision qu'on a envie de voir se traduire juridiquement. Oui, mais sauf que la vision dont je parle, c'est la vision qui aujourd'hui se traduit juridiquement dans tous les États européens. Et on a cité longuement tout à l'heure l'arrêt Mortier. Que dit la Cour européenne des droits de l'homme, même si elle condamne, en l'occurrence, dans le cas d'espèce, la personne, en tout cas parce que ce que vous avez expliqué tout à l'heure, ce que dit la Cour européenne des droits de l'homme. Le droit à la vie de l'article 2 de la Convention ne s'oppose pas à ce qu'il y ait une législation dans les États qui permette
quand la personne le souhaite pour elle-même, avec un certain nombre de conditions que nous souhaitons, avoir accès à une aide active à mourir. C'est la fin de cette émission, dont on espère qu'elle vous permettra d'avoir un avis plus complet et plus construit sur la question. Pensez à vous abonner à la chaîne pour nous soutenir, c'est important, et débattez en commentaire avec respect. À bientôt.